Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, nous allons parler de MOA. Non pas de moi, mais bien de MOA. M-O-H-A, l'entreprise de Quentin Rigvart et Valentin Comarteau. J'ai pas pu résister à ce bon jeu de mots. Quentin et Valentin sont les jeunes cofondateurs de l'entreprise MOA. Ils vous diront d'ailleurs ce que signifie MOA dans le podcast. Après les avoir rencontrés au dernier afterwork physique d'avant Covid, j'ai continué à suivre leurs aventures et même à collaborer avec eux. C'est donc tout naturellement que je leur ai proposé de partager sur leur expérience entrepreneuriale qu'ils ont lancée à peine sortie de la fac et en duo. Quand en plus on sait que le projet de leur entreprise vise le bien-être, cet épisode est tout naturellement sur le podcast Allez Vas-y. Je vous laisse découvrir ce duo de jeunes entrepreneurs dans le vent qui va au bout de ses envies. Très bonne écoute à vous. Donc là, on est au saut du lit. J'ai des têtes un petit peu réveillées. Donc on est avec Quentin et Valentin de MOA. Alors MOA, c'est M-O-H-A et ils nous diront ce que ça veut dire sur le podcast. L'idée, c'est qu'ils vont nous présenter un peu leur parcours parce que j'ai face à moi deux jeunes entrepreneurs et l'idée, c'est de parler comment on entreprend quand on est jeune et puis comment on entreprend à deux, comment de temps en temps on doit réajuster un petit peu le mode de fonctionnement commun. Donc, je sais pas qui veut commencer. Bon allez, j'y vais. Bonjour à tous. Donc moi je suis Comarteau Valentin, je suis un des cofondateurs de l'entreprise MOA. J'ai 26 ans et je suis un ancien gymnaste de haut niveau ici sur la métropole lilloise. Et j'ai cofondé l'entreprise MOA avec Quentin. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rigvart, j'ai 26 ans également, donc deuxième cofondateur de l'entreprise MOA. J'ai pas fait de gymnastique, je savais même pas toucher mes pieds d'ailleurs, je suis pas assez souple pour ça. Par contre, moi du coup, j'ai vraiment un parcours plutôt orienté sportif dans le monde du football et ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie prévention santé aujourd'hui dont on va vous parler juste après. Alors, je sais pas qui veut commencer à parler de son parcours parce que comment on devient gymnaste de haut niveau, comment on décide de, après, alors ça je le sais, avoir fait des études de STAPS, créer sa boîte, voilà. C'est aussi un petit peu le but du podcast qui a envie de commencer. Allez, je me lance du coup. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous a rassemblés avec Valentin, c'est ses études en effet de STAPS, autour du monde du sport bien entendu, et notamment nous d'une filière qui s'appelle l'activité physique adaptée pour la santé. Très concrètement, du coup, pour résumer l'activité physique adaptée pour la santé, notre objectif, c'est d'accompagner des personnes qui ont des pathologies, notamment dans des centres de rééducation, des centres de soins, des hôpitaux, à prendre soin d'elles à partir du moment où elles sont atteintes d'une pathologie, donc du coup rentrer dans un cycle de soins. Finalement, notre objectif, c'est vraiment d'aider cette personne à prendre soin d'elle, à la remettre sur pied, notamment grâce à une thérapie non médicamenteuse qui est l'activité physique et le sport, mais aussi la réinsertion sociale en ayant des échanges, en ayant justement de l'accompagnement pour que cette personne puisse devenir autonome au quotidien par la suite. Donc ça, c'est le point de départ avec Valentin, c'est notre rencontre, c'est la genèse du projet, on va dire. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que malheureusement, c'était dommage d'accompagner un individu à prendre soin de lui seulement à partir du moment où il était malade. Finalement, aujourd'hui, si on le résume, on est plus dans un schéma de il faut guérir plutôt que prévenir, alors que l'expression, on la connaît bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est ça qui nous a rassemblés, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de nous lancer et de créer MOA. Et du coup, pour en revenir au parcours, il y a quelque chose qu'on partage énormément avec Quentin, c'est que nous sommes deux personnes assez empathiques, nous sommes deux personnes qui aimons le lien social et nous sommes deux personnes qui sont investies finalement pour la famille déjà de base. Donc dans nos parcours, on retrouve toujours notre famille assez présente autour de nous, qui nous a aidés, nous a portés, que ce soit dans nos études supérieures. Cette famille, c'est là-dessus qu'on a construit aussi une des valeurs de l'entreprise MOA finalement, c'est ce lien, ce dynamisme que l'on peut avoir tous ensemble et finalement j'ai envie de rebondir sur la partie sportive mais l'équipe, une vraie famille, une équipe qui avance vers le succès de l'entreprise MOA. Donc MOA c'est construit avec cette valeur-là, c'est construit aussi avec une valeur de prise de risque puisque MOA a quand même aujourd'hui l'ambition de réinventer la prévention santé et même la manière dont on va prendre soin de soi sur les années à venir. Et donc on a tous les deux, Quentin et moi-même,
des ambitions d'une entreprise nationale et internationale. Et donc moi, c'est aussi construire avec une grosse valeur de on va faire en tout cas ce qu'on n'a jamais fait et on aura ce qu'on n'a jamais eu. Donc ça fait partie de notre parcours. Ensuite, je pense que quelque chose qui nous rassemble aussi avec Quentin, c'est l'amitié. Même si on s'est rencontrés qu'à la 3e année de licence, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aujourd'hui convenir d'une relation saine, parfois difficile. On s'embrouille assez régulièrement. Donc dans la vie d'un dirigeant et de 2 associés, surtout quand ils sont copains, faut savoir accepter ce qui peut faire mal. Faut savoir accepter, j'ai envie de dire, certaines critiques qui peuvent toucher l'ego et savoir aussi du coup prendre du recul sur ce qu'on peut nous dire ou du coup ce que l'on peut se dire. Voilà. Donc ça c'est hyper important dans notre parcours, c'est que des chefs d'entreprise, en effet il y en a plein, il y en a beaucoup tout seul parce que c'est toujours plus facile de décider tout seul, mais quand on est 2, ça prend des fois peut-être plus de temps, mais au moins on se pose les bonnes questions. Et comme on le dit souvent, il y en a 2, on est 2, il y en a un qui a les pieds sur terre, c'est Quentin, et il y en a un qui a la tête dans les nuages, et finalement on se retrouve tout juste au niveau du sol, donc on avance comme ça à 2. Voilà, donc ça c'est la petite particularité. Exactement, et c'est vrai que ce qui nous rassemble, comme le disait Valentin, c'est cette notion d'entreprendre en ayant aussi des relations amicales derrière qui sont vachement intéressantes. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'en effet on a des profils hyper différents. Je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse d'une entreprise, c'est de se dire que finalement si on avait les 2 mêmes profils, on aurait peut-être fait des erreurs, on serait peut-être allé droit dans le mur parce que justement on aurait eu un même schéma de pensée qui était peut-être pas celui qu'on attend aujourd'hui et qu'on a avec moi. Donc c'est vrai que ce lien, cette symbiose un peu sur l'un complète l'autre, ça fait un peu couple, mais c'est exactement ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui on passe beaucoup plus de temps ensemble qu'avec nos familles respectives ou nos copines, donc c'est vraiment un couple, c'est une histoire un peu de mariage en fait, un pacte d'associés au départ, et finalement on apprend à se découvrir. Et voilà, c'est aussi quelque chose qu'on souligne aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes à titre personnel, mais aussi sur une histoire à 2 et aujourd'hui à plusieurs avec notre équipe. C'est vraiment de construire en fait des liens qui sont des liens humains bien sûr, des liens professionnels, apprendre à découvrir aussi quelles sont les nouvelles ressources pour se manager soi-même entre guillemets, et puis pour avancer, évoluer et faire évoluer un projet qui est aujourd'hui une entreprise. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on peut rappeler, c'est que on est parti d'un constat qui a été finalement au tout départ une idée. Cette idée s'est transformée rapidement en projet, donc qu'on a testé, on a expérimenté, itéré. Suite à ça, du coup, on est devenus des porteurs de projets qui sommes devenus derrière des petits chefs d'entreprise entre guillemets. Je dis petit, c'est pas péjoratif, mais c'est les tout débuts, les prémices. Puis on se forme et puis finalement aujourd'hui, même si c'est difficile à dire, on est des dirigeants d'entreprise, chefs d'entreprise. Donc on n'a pas encore la prétention d'être les plus grands chefs d'entreprise du monde, mais du coup on a réussi en tout cas notre objectif qui était de se lancer, de créer et finalement de devenir les propres leaders de notre boîte. Alors on reviendra sur la façon dont Moa s'est développé et où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Moi, je serais intéressé qu'on partage un petit peu vos parcours respectifs, comment on arrive à être gymnaste de haut niveau et puis ensuite on bascule vers la création d'entreprise, et quel est ton parcours aussi, Quentin, sur l'idée de passer d'une réalité d'études à une création d'entreprise. Du coup pour le parcours, donc j'en parlais tout à l'heure, moi je suis originaire plutôt de Picardie et je suis vite arrivé sur l'île par la gymnastique artistique de haut niveau. Je suis arrivé par la gymnastique, sport qui est très intense et rigoureux, et dans lequel en fait mes parents m'y ont mis parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif à la base. Donc voilà, j'ai fait, on va dire, mes premières classes en Picardie, et rapidement je suis arrivé dès le collège sur l'île. Donc là, livré à moi-même, un peu très autonome, dans un internat de lycéens, puis maman, papa, donc ça va très vite, il faut savoir très rapidement se débrouiller tout seul. Et faut grandir aussi très vite parce qu'il y a un peu de gestion de son propre budget, de son alimentation, de ses cours. Il n'y a plus personne finalement derrière nous, mis à part l'internat, mais l'internat c'est un peu chacun pour soi. Et donc le parcours que j'ai suivi, c'est celui-ci, c'est celui du monde du haut niveau, et puis de l'exigence aussi au niveau des études. Je n'ai pas en tout cas le meilleur étudiant, mais parce que à côté de mes études, j'avais forcément la gymnastique, et puis souvent déjà des petits projets. Je menais toujours des petits projets au sein de l'association sportive en elle-même. J'ai passé des formations au sein de l'association, enfin voilà, des choses qui m'ont fait grandir.
Et quelque chose qui fait partie de mon parcours, c'est d'avoir toujours partagé énormément d'agendas, divers agendas finalement et divers projets. Et donc cette envie de toujours faire plus et toujours proposer de nouvelles choses et puis d'innover finalement par tout simplement la prise de temps pour pouvoir innover. Donc ça c'est une partie de mon parcours. J'arrive ensuite en fac de médecine. J'avais toujours voulu faire neurochirurgien. Moi je voulais pas être docteur Mamour, même si j'étais gymnaste, j'avais un beau corps, une belle gueule. C'est pas en tout cas ce que je voulais faire. J'étais vraiment passionné plutôt par le cerveau. Donc finalement, tout ce qui est neurologique, ça m'intéressait parce que beaucoup de choses à découvrir dans le cerveau. On le sait très bien aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont inexplorées. Et j'avais envie d'explorer quelque chose sur lesquels on n'avait pas forcément de maîtrise. Et je dirais que finalement, ce qui m'aurait peut-être le plus intéressé, mis à part d'être chirurgien, ça aurait été la recherche derrière qu'on aurait pu faire autour de ces sujets. Bon, c'est un loupé parce que médecine, je loupe complètement. Derrière, je pense que je fais une mini dépression à l'époque. C'est un nouveau sentiment, assez bizarre. Et finalement, aujourd'hui, quand je prends du recul, je pense que j'étais vraiment dans une phase plutôt dépressive. Pas parce que j'avais jamais imaginé faire autre chose que ça. Et donc, je me réoriente, fac de biologie pour un semestre. Ça me plaît pas. Finalement, je retrouve les bases de ce que je fais depuis des années, le sport, et je rentre en STAPS. Donc là, en STAPS, je fais mes armes. Première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence. J'entraîne en même temps à haut niveau, donc je commence à être un peu leader d'une équipe, leader d'une équipe de jeunes, pour certains qui rentrent dans un collectif France, pour d'autres qui resteront des gymnastes à très haut niveau et qui sont en équipe première à la Madeleine. Donc finalement je manage et puis ensuite j'arrive en licence et là la licence je termine mon CDI puisque je faisais mes études en même temps j'avais un CDD de 35 heures donc finalement toujours un agenda partagé et là arrive le moment où finalement je retrouve du temps et me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça y est, je commence à avoir du temps et là, je peux voir quelque chose d'ambitieux. Les études commencent à se terminer aussi. Il va falloir créer quelque chose et c'est là où je rencontre Quentin et la suite, on vous le donne après. Alors, juste avant de passer la main à Quentin, est-ce que tu peux nous parler du moment où tu fais la bascule entre potentiel sportif de haut niveau et cette décision de ne pas aller plus loin dans ce schéma-là ? Parce qu'on sait que ça construit aussi les personnes et on sait que ça aide. Enfin, c'est une forme de résilience et en entreprise, quand on est entrepreneur, on a besoin énormément de résilience et je suppose que le moment où tu as dû prendre la décision de dire je ne serai pas gymnaste de haut niveau, il y a dû y avoir une bascule. Il y a eu une bascule, elle s'est faite avant la fac, elle s'est faite au lycée en fait. Je me suis rendu compte que c'était très difficile le monde de la gymnastique. Et c'est un monde où finalement on en souffre, mais on en souffre réellement physiquement et mentalement puisque c'est très difficile et on se rend compte que la carrière en gymnastique artistique en France c'est compliqué parce que finalement c'est pas hyper reconnu. On va dire c'est un peu à l'ancienne ce que je vais dire, mais il y a le foot et les autres sports. Et dans les autres sports, c'est vrai que faire carrière, avoir un salaire et puis finalement se distinguer et pouvoir en vivre, très compliqué. Donc à partir du moment où finalement je me suis rendu compte de cet environnement qui était autour de la gymnastique, en fait je me disais que mes ambitions n'étaient pas là et que je voulais quelque chose de plus gros, en fait, avoir une part du gâteau assez conséquent et c'est là où je me suis dit que des projets annexes et puis finalement l'entrepreneuriat pouvait être une porte de sortie. Au lycée trop tôt parce que je mêlais déjà trop de choses, mais la résilience elle s'est faite à ce moment là en fait. Okay. Et donc voilà. Super intéressant. Merci beaucoup. Quentin ? Et donc du coup de mon côté un parcours assez différent de celui de Valentin dans le sens où moi j'ai jamais connu le monde du haut niveau entre guillemets au niveau sportif. J'ai testé pas mal de choses, j'ai expérimenté beaucoup dans le sport parce que voilà j'étais hyper curieux de découvrir des environnements collectifs plutôt personnels, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble, c'est cette idée de se découvrir, de découvrir le sport, de chercher ses limites aussi, donc ça c'est vraiment un point commun qu'on a. De mon côté en tout cas, parcours un peu différent, j'ai fait un cursus scolaire, j'ai justement un peu plus cette notion de scolarité classique par rapport à Valentin, donc un cadre un peu plus posé, etc. Donc moi je suis issu du monde scientifique entre guillemets, j'ai fait un bac S qui s'est très bien passé, je vais pas le cacher, j'ai toujours fait ce que j'étais en capacité de faire sans pousser plus au niveau scolaire dans ma zone de confort, mais ça s'est toujours très bien passé. Pour autant en fait il m'a manqué quelque chose, c'était vraiment la découverte du milieu professionnel, découvrir concrètement ce qu'on pouvait faire après le bac, finalement là où on nous cadre à se dire
va vers le bac, tu verras après. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a frustré moi assez tôt au lycée, c'est de me dire concrètement qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, les seuls exemples qu'on a, c'est nos entourages, c'est finalement nos repères. Pour le coup, moi qui ont été ceux de ma sœur, qui a fait une école d'infirmière, et finalement en fait, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit bah pourquoi pas, elle a l'air de s'épanouir, je vais me tenter, je vais m'essayer à ça. Et en fait, quelque chose qui m'a plu, c'est ce contact humain, c'est de se dire ok, on va aider les gens, on va les accompagner, et c'est quelque chose qu'on a toujours fait, je pense avec Valentin, c'est d'être proche des gens, travailler assez tôt, se débrouiller pour gagner un peu d'argent et finalement faire des métiers qu'on aimait bien, de l'accompagnement, des centres aérés pour moi, travailler dans le monde du service, dans la restauration, etc. Et donc découvrir les gens, échanger avec eux, passer du bon temps, etc. Donc moi, cette idée d'école d'infirmier m'a séduit justement pour être au contact des gens, les accompagner, les aider. Donc j'entre assez facilement, entre guillemets, après avoir obtenu le concours de cette école d'infirmier. Je m'y plais assez bien justement dans l'esprit de se dire on rencontre du monde, on partage des bons moments justement avec des personnes qui ont des valeurs autour de l'humain. Sauf que malheureusement, je suis confronté assez jeune, puisque j'avais 17 ans, à des problématiques qu'on peut rencontrer dans des centres hospitaliers qui sont celles des relations humaines justement interprofessionnelles avec des aides-soignantes, des infirmières qui sont parfois un peu plus âgées, très dures avec les jeunes étudiants. Et donc moi, ça m'affecte assez tôt finalement dans mon parcours de me dire c'est dommage, je comprends pas, on est censé aider. Et finalement, on se prend des bâtons dans les roues par des personnes qui sont nos pairs dans ce travail, dans ce métier. Et donc à 17 ans, je me retrouve vraiment face à un mur qui est celui de se dire je suis pas là pour ça, je comprends pas exactement ce que je suis censé faire de ce fait. Et finalement, pas d'aide extérieure parce que on est dans le monde du travail très dur et c'est difficile de se tourner vers quelqu'un qui pourra nous dire concrètement essaye de répondre comme ça, essaye d'agir comme ça. Donc finalement je me renferme un peu sur moi pendant quelques semaines pendant ce stage et je me dis assez vite en fait c'est pas fait pour moi parce que je m'y retrouve pas, parce que j'y vais avec les pieds de plomb le matin et donc je retourne à l'école, je retourne dans le centre de formation et je me dis ça y est, il faut que j'arrête, il faut que je fasse quelque chose qui me plaît, qui ait un peu plus de sens pour moi. Donc je prends un peu de recul, je retourne travailler, je retourne gagner un peu d'argent en attendant la nouvelle rentrée scolaire et finalement je me dis qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui pourrait me plaire et c'est ce facteur commun dont on parle depuis tout à l'heure, le milieu du sport, le milieu justement du dépassement. Je m'oriente du coup vers STAPS, on arrive en STAPS à la rentrée et finalement je me découvre assez vite quelque chose qui me plaît, c'est ce dépassement, parce qu'il faut savoir qu'en STAPS bien sûr il y a du sport, mais à côté de ça il y a des matières qui sont hyper intéressantes autour justement de l'humain, la psychologie, le corps forcément, la physiologie, apprendre un petit peu comment ça marche finalement, et ça c'est quelque chose qui m'avait toujours plu, notamment à travers les SVT et donc finalement je me retrouve assez bien dans ce parcours là, je pousse la licence et puis on arrive au parcours du coup que j'abordais tout à l'heure autour de l'activité physique adaptée. Donc en gros, s'il y a un facteur commun qui nous rassemble avec Valentin, c'est cette notion, je pense, d'accompagner l'humain à évoluer d'une quelconque manière. On était tous les deux partis dans cette optique du soin. De prime abord. Finalement, en fait, on est arrivé dans ce milieu curatif avec l'activité physique adaptée et je pense que quelque chose qui a fait tilt en nous, c'est de se dire en fait, on a tout à jouer aujourd'hui à créer un projet dans lequel on va apporter de la valeur d'un point de vue humain, mais en évitant en tout cas que les gens souffrent de manière assez générale, c'est-à-dire qu'elles soient intégrées dans un parcours de soins curatifs qui va les impacter d'un point de vue mental, physique et aussi relationnel. Et donc, on s'est rassemblés, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit finalement, on en a marre de voir ce qu'on voit au quotidien, pourquoi pas faire évoluer tout ça. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, je pense, la bascule qui a été faite à un moment donné quand on était en cours. Et moi, d'un point de vue plus personnel, finalement, je me rends compte que j'ai jamais trop perdu cette ligne de mire qui était d'échanger, de valoriser en tout cas les échanges, de valoriser un petit peu le savoir-faire autour de l'accompagnement humain. Et je suis assez content finalement de m'être pris des portes à certains moments, là où je l'ai regretté pendant pas mal de temps, de me dire finalement j'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus en école d'infirmier, j'aurais peut-être pu aller plus loin. Je me dis qu'aujourd'hui peut-être que je m'y retrouverai pas, peut-être que je m'y serais retrouvé, mais de toute façon pas de regret par rapport à ça. On a choisi une voie qui aujourd'hui nous a fait beaucoup évoluer d'un point de vue personnel comme professionnel, et bien sûr qu'il y a des réussites, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je pense que c'est aussi ce qui fait que aujourd'hui on a bien évolué d'un point de vue personnel, notamment en sachant concrètement que on va pouvoir créer quelque chose qui nous correspond et finalement aussi qui va aider un maximum de monde, on l'espère, avec cette mission et cette ambition qu'on a avec moi en tout cas. Alors pour avancer un peu dans le parcours de MOA, déjà il va falloir que vous nous disiez ce que veut dire MOHA et ensuite nous dire un petit peu quelles sont les prémices et qu'est-ce qui vous a amené à la solution d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez aussi pour que les gens comprennent un petit peu le mode de fonctionnement de MOA. Donc pour parler un petit peu de MOA concrètement, en fait on s'est posé autour d'une table, on s'est dit
ok, on a envie de créer quelque chose, donc forcément qu'elle est dans le sens de la prévention plutôt que le curatif. Il faut savoir que l'histoire du nom, ça a été assez drôle, hein. C'est que ça est sorti au bout de quelques minutes d'échange et que finalement on l'a laissé dans un coin de table pendant une période d'à peu près 5 mois, je dirais, en sachant pas exactement ce qu'on allait en faire. Et donc littéralement, en fait, Moa, c'est né du constat de se dire, ok, on va aider les personnes à prendre soin d'elles, donc finalement c'est une référence à moi, ma personne. Et derrière le nom de Moa, du coup, littéralement, c'est My Own Health Activity, pour ma propre activité de santé. Et finalement, le sens, il est là, c'est permettre à chacun de pouvoir s'engager pour sa santé et donc de faire un petit peu des actions au quotidien qui vont lui permettre de faire évoluer sa santé. Donc un nom assez simple, que les gens retiennent assez bien, et ça, on en est plutôt content justement. Et donc les prémices, c'est comme je l'ai expliqué, cette notion de, ok, aujourd'hui, on veut accompagner les individus, on le fait souvent trop tard, c'est-à-dire une fois qu'ils sont dans un parcours de soins. Là, aujourd'hui, on va vraiment arriver dans un schéma de prévention pour les accompagner avant que de potentielles pathologies ne puissent apparaître. Et donc voilà, c'est tout cet univers qu'on crée autour de la prévention et qu'on a cherché à créer avec Valentin. Et c'est quoi les premières actions, Valentin, justement, que vous avez menées avec Moa ? Les premières actions, c'était des actions liées à l'association sportive dans laquelle moi je travaillais et où j'étais gymnaste. Donc quand on s'est rendu compte dans les centres de soins, de centres de rééducation, que finalement l'ensemble des patients qu'on pouvait avoir n'étaient pas éduqués sur comment entretenir une santé mentale positive, comment finalement entretenir son corps pour se sentir aussi en pleine énergie, avoir laissé de sommeil, bien s'alimenter. On s'est dit il faut qu'on essaie d'accompagner du coup des individus à prendre soin d'eux au quotidien, donc sur toutes ces thématiques. Finalement, je fais le lien avec le sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau est formé pour prendre soin de lui au quotidien, parce que finalement c'est ça, on va l'entraîner mentalement, on va l'entraîner physiquement, on va l'entraîner dans ses relations, mais toute la population n'en bénéficie pas, et puis après ça crée des problématiques finalement de santé. Et donc on s'est rapproché de l'association sportive et du Hub Ahaus, qui est un organisme de l'Université de Lille, pour nous accompagner dans la création de projets, donc de l'idéation jusqu'à la création du projet. Et on a proposé finalement à l'association de mettre en place des cours d'activité physique adaptée, où finalement on proposait à la base du circuit training, circuit training dans lequel on apportait aussi toutes nos connaissances en lien avec la psychologie, la sociologie, et finalement un ensemble qui permettait aux individus de se sentir mieux au quotidien. Donc des personnes qui pouvaient se sentir un peu déprimées venaient à nos cours. Le fait de rencontrer du monde, c'était déjà positif. Et derrière, on apportait de la relaxation, on apportait des exercices physiques, un ensemble pour aller bien dans son corps, bien dans sa tête, et aussi avec les autres. Donc ça, c'était les prémices. Suite à cela, on se dit c'est bien ce qu'on fait au sein de l'association, on pourrait le multiplier. Donc déjà, cette envie de tout de suite un peu dupliquer ce fonctionnement, puisque rapidement on passe en couveuse d'entreprise à la BGE, on commence à créer des statuts, et donc finalement on devient prestataire de l'association. Donc finalement on commence à embaucher des coachs, des coachs qui sont des équivalents à ce que nous étions à la base avec Quentin, donc professeur en activité physique adaptée à la santé, qui interviennent maintenant à notre place. Donc ce modèle commence à fonctionner, et de l'autre côté on se dit pourquoi pas tester maintenant ce modèle-là pour les entreprises, parce que les entreprises ont aussi des besoins d'accompagner leurs collaborateurs au quotidien. Je prends l'exemple de ce qu'a dit Quentin tout à l'heure, ce côté on se retrouve dans une relation qui est professionnelle, qui peut être négative. C'est important de pouvoir expliquer aussi à ceux qui peuvent potentiellement communiquer de manière on va dire peut-être brute et méchante, ça peut être perçu comme ça, de leur expliquer que pour certaines personnes ça peut leur faire mal, et puis finalement ça leur fait changer de voix. C'est ce qui s'est quand même passé pour Quentin, et donc on s'est dit en les accompagnant aussi sur la manière de travailler en équipe, donc ce lien avec le sport, le fait de se sentir bien dans son corps aussi et bien avec les autres, ça permet d'augmenter les performances de l'entreprise, donc ce qui est assez logique. Et donc on a testé en entreprise et on a créé un premier outil d'analyse du bien-être et de la santé en fait. Et à partir de ce moment-là, ça nous permettait de savoir de quoi avaient besoin les collaborateurs pour se sentir en bonne santé, mais aussi de pouvoir mettre en face finalement les bonnes solutions pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, on avait commencé à réallier la science à l'opérationnel, c'est-à-dire finalement des actions de bien-être et de santé. Donc ça, c'était la suite. Et je ferais bien une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui en entreprise, donc pour l'avoir connu, on a des personnes qui en fait au quotidien, alors je vais pas dire digne d'un sportif de haut niveau, mais en tout cas ils ont une activité physique en entreprise digne d'un sportif. Quand on porte des cartons, alors je l'ai connu encore plus précisément, quand on porte des cartons qui font 50 kilos et que vous faites le geste une cinquantaine de fois dans la journée. Et on se retrouve avec des personnes qui ont des problèmes de dos, des personnes qui, pour la plupart, ne font pas du tout de sport. Et pour l'avoir testé, c'est pour ça que quand on s'était rencontrés, je trouvais ça hyper intéressant. Moi, je l'ai testé dans mon entreprise, et en fait, on se rendait compte en France, parce que quand vous prenez l'exemple au Japon,
c'est un rituel, on s'échauffe le matin. Vous vous rendez compte que des personnes démarrent à 6h du matin, à 5h57, elles sont encore toutes froides en train de prendre un petit café, et puis à 6h du mat', brief, et on est parti, et on fait de l'activité physique énorme sans s'être réchauffé, et donc accident de travail, etc. Et quand on a voulu le tester en France, on se rend compte qu'il y a aussi une question de mentalité. Et donc, quand on a voulu le faire, il y en avait 2 qui avaient pris conscience d'eux, donc un peu meneur du groupe. Dès que ces 2 personnes ont commencé à dire les autres le font pas, je vais arrêter de le faire, en fait, le test qu'on avait fait avec, pareil, des personnes qui faisaient la même action que vous, c'est tombé à plat. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant de partir dans un outil d'analyse d'abord, parce que si on lance une action et qu'on se rend compte que malheureusement les mentalités françaises sont pas adaptées, on va faire plouf, quoi. Enfin, il va rien se passer. Et donc j'avais trouvé ça hyper intéressant, notamment pour le côté baisse des accidents de travail, puisque c'est un fléau pour toutes les entreprises, dans le sens où 1, ça crée de l'absentéisme, 2, ça a peut-être des conséquences irréversibles pour le salarié. Et en tant qu'entreprise, on n'a pas envie de blesser ses salariés, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était important de remettre dans le contexte. Quand tu parlais d'entreprise, pour moi, il y a un vrai lien, il y a un vrai sens dans ce que vous faites. Je vais juste rajouter par rapport à ça, c'est que finalement là tu parlais de tout ce qui peut être, on va dire, mal-être lié aux conditions de travail là, qui sont physiques. Et finalement il faut bien sensibiliser les individus pour y répondre directement. C'est que si on prend un exemple comme Bouygues Construction avec qui on a travaillé, donc une de leurs filiales Brésillon, on a sensibilisé plus de 400 ouvriers de chantier à l'activité physique et sportive, alors qu'eux ont un métier physique tous les jours sur le terrain. Et donc quand on se retrouve dans ce système où on sait très bien que les mecs un peu bourrus vont nous dire mais nous de l'activité physique on en fait tous les jours, il faut savoir les sensibiliser. Et là je reprends 2 aspects qui sont hyper essentiels, c'est tout simplement une fois de plus le sportif de haut niveau, potentiellement, même pas potentiellement, souvent il réalise des actions physiques toute la journée, ce qui va finalement créer des problématiques, potentiellement des blessures, etc. Mais il est suivi par une équipe médicale. Si on applique la même chose au sein d'une entreprise, c'est pas parce qu'on fait de l'activité physique toute la journée qu'on doit pas prendre soin de son corps. Et donc c'est la même chose. Donc nous on est arrivé avec cette sensibilisation et finalement de la communication, leur faire comprendre que c'était hyper essentiel pour eux. Deuxième chose, on prenait les exemples qu'on a eu dans des centres de soins, de centres de rééducation. Quand une personne se retrouve avec une lombalgie, alors qu'elle faisait de l'activité physique tous les jours sur le chantier, elle comprend pas. Elle dit pourtant moi je suis sportif. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on prend soin de son dos. Finalement, vous êtes en train de faire de l'activité physique tous les jours, mais vous faites des mouvements qui sont délétères pour votre dos. Donc il faut compenser par des exercices qui vont renforcer votre dos. Et c'est là où on arrive finalement avec les bons messages. En tout cas, ça c'était ce que l'on faisait avant et ce qu'on fait toujours, mais avec les bons messages directement sur le terrain pour dire vous devez le faire. Et on vous le dit, on vous l'explique par la science, par des résultats, par des mesures. Et donc soit vous nous écoutez, soit vous serez rattrapé de toute façon un jour ou l'autre. Et ça, c'est une réalité, donc voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc tu l'as dit Frédéric, nous on est parti du constat qu'aujourd'hui pour bien accompagner les entreprises, il fallait aussi pouvoir leur remettre une espèce de rapport, un état des lieux à un instant T du bien-être des collaborateurs. Et du coup c'est ce qu'on a développé, c'est une évaluation, une échelle de mesure qui va prendre en compte autant le volet physique, qui est vachement importante, que le volet mental et le volet relationnel. Donc ça c'est une de nos forces, il y a de ça un peu plus d'1 an et demi maintenant, c'est de créer cette échelle, justement avec l'ambition de se dire ok, on va vous aider entreprise à mesurer le bien-être, ce qui est assez compliqué quand on y repense, c'est de se dire ok, comment mesurer le bien-être. On a développé une échelle qui nous permet de le faire. Et donc, à un moment donné, on remet justement un rapport aux équipes de direction, que ce soit RH, que ce soit la direction, qui leur permet justement de savoir un petit peu où est-ce que se situent les collaborateurs. Bien sûr, de façon globale et anonyme, mais au moins, elles savent concrètement sur quoi elles peuvent agir en priorité. L'idée, c'est de se dire qu'on ne va pas intervenir forcément que sur ce qui ne va pas bien, mais aussi sur ce qui pourrait potentiellement aller mieux. Et en fait, c'est vraiment cette notion de prévention qu'on amène petit à petit. Aujourd'hui, on est encore dans ce schéma de dire « Ok, ça va pas dans mon entreprise, il faut que j'identifie pourquoi ». Pour que je puisse agir. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que rapidement, on puisse aller vers de la prévention réelle avec de la prédiction. De se dire, ok, on estime que sur votre typologie de boîte, vous avez des collaborateurs sédentaires qui sont un peu trop sédentaires toute la journée. On vous recommande de mettre en place des actions pour justement éviter toutes ces problématiques liées au dos, liées aux problématiques de cheville, d'articulation, etc. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire que on a cet outil de mesure, on est en capacité du coup de remettre des plans de recommandation et des plans d'action à l'entreprise qu'on accompagne pour plus facilement justement mettre des choses en place. Je vais prendre un exemple très
très concret, c'est que il y a de ça encore quelques mois, cette notion de yoga en entreprise est très répandue, c'est très tendance, c'est vachement sympa, etc. On se rend compte finalement que dans certaines boîtes qu'on audite, elles ont essayé, elles ont testé de mettre ça en place parce que justement ça fonctionnait ailleurs, mais que chez elles, très peu de retour sur investissement, tant sur la partie participation que satisfaction et que bénéfice. Et en fait, le constat, c'est de se dire que ce qui marche ailleurs ne sera pas forcément bénéfique pour ma boîte. Et donc, c'est vraiment cet accompagnement que nous, on propose à ce moment-là, c'est de quoi vous avez besoin. Nous, on vous le met en avant grâce à de la data scientifique, qui est cette échelle de mesure et l'analyse qu'on en fait derrière. Et du coup, on passe à l'action. Donc ça, c'était la suite, en tout cas, après les services qu'on mettait en place. Et donc, on continue à accompagner les entreprises, justement, avec des experts qu'on leur met à disposition, qui vont pouvoir intervenir tant sur la partie, en effet, prévention par rapport au dos, avec des kinésithérapeutes, des ergonomes, que sur la partie communication, avec des personnes qui vont les aider, justement, à mieux communiquer dans l'entreprise. Et sur la partie relationnelle, justement, des temps d'échange, par exemple, animés par un conférencier ou ce genre de choses. Et donc, ça, c'est vraiment la clé de voûte qui nous permet de dire, OK, en fait, nous, il faut qu'on axe vraiment notre développement sur la compréhension des besoins et un passage à l'action qui est facilité grâce, justement, à des outils. Donc, on a cet outil d'évaluation qu'on intègre petit à petit dans une application mobile parce qu'on se rend compte, finalement, en fait, que l'évaluation du bien-être peut pas se faire à 2 temps dans l'année, à temps 1 et à temps 0 et à temps 1, parce qu'il se passe plein de choses entre deux, en fait, tant sur le point personnel pour l'individu que d'un point de vue professionnel. Et donc, on se rend compte, en fait, qu'il faut qu'on puisse être en capacité d'évaluer régulièrement le bien-être de l'individu pour justement avoir des plans d'action qui sont à jour et qui vont vraiment répondre à des besoins. Donc, on intègre en tout cas cette évaluation dans une application mobile qui va nous permettre justement de suivre le collaborateur au quotidien avec cette évaluation qui lui est proposée, mais aussi des plans d'action personnalisés. Parce que jusqu'à présent, on est vraiment sur le collectif, on accompagne le collectif, mais on se rend compte que pour avoir des changements de comportement, il faut bien sûr engager l'individu à titre personnel pour qu'il puisse développer des nouvelles actions qui va se mettre en place dans son quotidien, qu'il puisse se sensibiliser à titre personnel, c'est-à-dire concrètement de quoi j'ai besoin et comment je peux le développer, et que ce soit bénéfique pour le collectif à terme. Donc on arrive à une application dans laquelle on retrouve en tout cas cette évaluation du bien-être, des programmes et des contenus personnalisés à travers des articles, des podcasts, des petites vidéos et des actions à réaliser au quotidien. L'idée en fait de cette application, c'est qu'elle puisse venir en support pour l'individu, justement pour avoir du contenu, s'informer, se former et se sensibiliser au mieux-être et à la santé. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est le développement un peu plus de moi. C'est qu'à ce moment-là, on se dit, OK, on est en capacité d'accompagner plus d'individus parce qu'on leur met à disposition un outil numérique digital qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Et finalement, en fait, c'est un coach bien-être et santé à portée de main puisqu'il est dans la poche. Et donc, de cette application, on se dit, OK, on a la partie sensibilisation avec des actions qu'on menait au départ dans les entreprises. On a cette partie échelle de mesure qui est dans l'application. Finalement, quand on regroupe le tout, on a un produit d'accompagnement qui est assez complet. On accompagne, on identifie et après on met en place des actions qui sont pertinentes. Donc ça, c'est ce qu'on mettait en place en tout cas l'année dernière, qu'on a réussi à développer au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a ajouté une nouvelle brique, en tout cas qui est celle de pouvoir mettre à disposition encore plus de contenu, encore plus de sensibilisation, avec des lives animés par des experts de la santé et du bien-être qui vont justement proposer leur expertise et des thématiques spécifiques autour de l'alimentation, autour du sommeil, autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui vont être accessibles, hyper accessibles même j'ai envie de dire, à toute notre population utilisateur de l'application. Donc c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir retrouver sur le temps de 30 minutes, 45 minutes, un expert vraiment plus d'un sujet qui va lui apporter du contenu et qui va le sensibiliser à comment prendre soin de soi, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour prendre soin de moi. Et l'idée en fait c'est que nous, avec moi, on a vraiment cette vocation à rendre accessible l'information par rapport à la prévention, parce qu'on va pas se cacher qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, les messages de prévention sont assez flous, assez larges. Manger, bouger, bouger plus, manger moins de sucre, manger moins gras. Concrètement, c'est assez complexe de dire, OK, mais ça veut dire quoi en fait? Et donc nous, on veut vraiment rendre accessible cette prévention, la diffuser un maximum, et c'est pour ça qu'on a construit vraiment aujourd'hui une méthode qu'on appelle la méthode bien-être et santé, qui a vocation à aider l'individu à se rendre compte d'eux, mettre le doigt sur concrètement ce qu'il peut faire, lui donner l'accès aux solutions pour passer justement à l'action et derrière d'être accompagné. Donc ça, c'est vraiment la version de moi aujourd'hui, et pour donner un petit aperçu de demain, l'idée c'est qu'on puisse lui proposer ce package, donc forcément à travers son entreprise. L'ambition de moi de demain, en tout cas, c'est de mettre à disposition ces solutions par l'intermédiaire de mutuelles, mais aussi de rendre accessible en fait ce produit, cette méthode à tous. C'est-à-dire qu'on va ouvrir très certainement en 2022 notre solution à tout type de personnes qui puissent justement se former à travers l'application et à travers la méthode de manière plus générale, avec tout ce qu'on a cité, donc l'application, les lives, les sensibilisations, les petits contenus et même de la mise en relation avec des professionnels et des thérapeutes à travers l'application si l'individu le souhaite. Donc on est vraiment arrivé d'un point de départ qui était OK,
comment on peut répondre sur l'instant T à des besoins identifiés, à aujourd'hui toute une méthode d'accompagnement où on aide à se rendre compte, on aide à passer à l'action et finalement on fait un suivi de l'individu dans le temps. Donc on arrive petit à petit à notre ambition qui est celle de remédier un peu à cette thématique du curatif et d'être vraiment dans de la prévention pour la santé des individus. Alors, maintenant qu'on a compris ce que vous faites chez MOA, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous donner en quelques étapes, les grandes étapes et les difficultés, les appréhensions que vous avez pu avoir, les différentes marches que vous avez franchies pour passer du statut d'étudiant qui lance un petit projet à deux avec de l'ambition jusqu'à aujourd'hui, puisque je le rappelle, on en a parlé ensemble, mais vous n'êtes pas issu de familles de grands entrepreneurs de la région ou autres qui vous permettraient d'accéder facilement à des finances ou autres. Donc vous avez construit tout ça de vos propres mains. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces différentes étapes pour quelqu'un qui aurait la même ambition que vous et qui lui aussi n'a pas papa ou maman qui peut financer une partie de l'entreprise? Du coup, je vais repartir au tout départ, donc on va dire à l'idée. L'idée, donc c'est faite quand on était étudiant, en effet. Pour tous les étudiants qui nous écoutent, vous pouvez partir d'un organisme qui s'appelle le Hub House, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Qui est le Pépite aujourd'hui d'ailleurs. Qui est le Pépite, enfin le Pépite et le Hub House en fait fonctionnent toujours ensemble. Je pense qu'il y a toujours un nom, mais... Bon, Pépite, on va garder le Pépite, mais si vous ne trouvez pas, cherchez Hub House. En fait, vous avez des chargés d'accompagnement qui ont des méthodologies pour passer de l'idée au projet et même bien structurer votre idée. Donc avec des méthodes de design thinking qui vous permettront de structurer votre pensée et de commencer à entrevoir stratégiquement et opérationnellement ce que vous allez pouvoir tester comme projet. Donc passer de l'idée au projet. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. L'idée, c'était MOA et le projet, c'était le test dans l'association sportive. Derrière, on s'est rapproché de la BGE, donc la BGE qui nous a accompagnés à se former en tant qu'entrepreneur sur de la gestion comptable, sur du référencement, sur la communication et nous a donné un statut de couveuse. On avait un statut finalement juridique pour pouvoir commencer à faire de la prestation et donc faire des factures, des devis, là où dans l'association on travaillait sous modèle associatif et on n'était pas encore vraiment à notre compte. Donc là, on arrive à bien se débrouiller puisque ces statuts nous permettent finalement de créer de la valeur, de facturer. Et j'ai envie de dire pour l'instant pas trop de défaites, plutôt que des succès. C'est assez, on va dire, assez lent parce que finalement on avance tout doucement, pas à pas, et on se forme en même temps. Donc à côté de tout ça, on a même quelques petits tafs, ça nous permet de mettre de l'argent de côté jusqu'au moment où on commence à intégrer les incubateurs avec vraiment cette partie santé, donc Eura Santé, Eura Technologie, qui sont du coup des pôles de compétitivité qui ont pour mission d'aider des projets sur des thématiques spécifiques. Nous, il y avait du coup cette partie vraiment santé avec Eura Santé et cette partie plutôt technologique avec nos questionnaires qu'on digitalisait et les analyses statistiques qu'il y avait derrière. Donc on continue notre course avec maintenant la mise en place de notre vraie entreprise avec des statuts juridiques, avocats, et là ça commence à se complexifier, c'est des sujets qu'on maîtrise pas, il faut trouver les solutions et en plus de trouver les solutions, maintenant il faut trouver l'argent parce qu'il faut se développer, parce que c'est vrai qu'on l'a pas rappelé, mais l'application c'était pas inné chez moi, c'est le Covid la Covid qui nous a vraiment réorienté vers ce système plutôt très digital, parce que ça nous permettait de continuer à accompagner les individus chez eux en télétravail, etc. Et donc chercher les financements nécessaires pour pouvoir développer l'entreprise, parce que là vous imaginez que passer d'un questionnaire qu'on faisait à la mano à maintenant un questionnaire ultra scientifique avec une digitalisation sur une application mobile, ça coûte de l'argent. Donc on va voir d'autres organismes au défi qui nous accompagnent également, nous mettant en relation avec des chefs d'entreprise qui sont des chefs d'entreprise qui travaillent plutôt dans l'innovation, donc tout ce qui va être innovation technologique, innovation d'usage, sur l'innovation en général, et qui nous finance une première partie en prêt d'honneur, un prêt d'honneur qui a du coup, pour l'info, c'est un prêt qui est fait pour les dirigeants, qui est utilisé pour les dirigeants pour qu'ils investissent dans leur société, et à taux zéro et sans garantie personnelle, donc c'est quand même sécurisant. Donc on passe par au défi pour se financer. Avant ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on avait mis de l'argent de côté forcément dans le capital de la société. On a eu aussi une petite aide de Noractif qui vient financer et subventionner même certaines sommes pour des jeunes
jeunes entrepreneurs. Donc tous ces petites enveloppes par-ci, par-là, à gauche, à droite, viennent aider des jeunes chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément 1 million d'euros sur leur compte en banque, mais qui se financent. Et puis une autre source de financement, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de financement d'ailleurs, mais on arrivait à s'autofinancer au départ. La boîte fonctionnait, première année avec du bénéfice, donc forcément ça nous finance aussi, mais quand on veut gagner du temps et aller plus vite, il faut se développer et donc il faut financer. J'ai déjà, je trouve, fait un bon point sur cette première partie. Oui, yes, complètement. Du coup, pour compléter, c'est vrai qu'on passe en fait au tout départ, pour le rappeler, du statut d'étudiant à un premier statut qui est celui d'étudiant entrepreneur, justement avec le statut de pépite qui nous est décerné. Et en fait, on a la possibilité justement de pouvoir rapidement expérimenter, puisque ce statut nous permet de substituer nos stages pour la création d'entreprise. Et donc finalement, en fait, nous on se rend compte que ça apporte une valeur énorme pendant notre cursus, et rapidement être sur le terrain, tester et voir s'il y a des choses qui peuvent marcher, qui marcheront, ou justement si on est en train de se diriger droit dans le mur. Donc en fait, ce premier gap, c'est de se dire, ok, il faut tester, il faut partir rapidement sur le terrain, expérimenter, rencontrer du monde et voir s'il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est la première marche que pour moi, qu'on a franchie. Suite à ça, du coup, finalement, on passe d'étudiant entrepreneur à il faut commencer à essayer d'être à minima entrepreneur, quoi. Et c'est là où les premières complexités en effet voient le jour. C'est une entreprise, il y a des statuts, il faut pouvoir encadrer ça d'un point de vue juridique et légal, il faut en effet des premiers financements, et donc toutes ces premières questions qui nous viennent et qui sont ok, en fait on nous a jamais appris ça, que ce soit sur les bancs de la fac, parce que c'est pas forcément notre domaine d'activité d'entreprendre, dans l'activité physique adaptée. On n'est pas accompagné à titre personnel par des personnes qui ont entrepris dans nos entourages, que ce soit nos parents ou nos familles. Donc il faut, désolé l'expression, mais il faut se démerder. Et donc pour ça, en effet, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. On se dirige vers eux, on est accompagné, on va vers certains accompagnateurs qui sont pas forcément le bon au départ, donc il y a un peu cet effet ping-pong, aller voir eux, aller plutôt voir cette structure, etc. Et donc finalement, c'est de se dire, ok, quelles sont les bonnes ressources pour nous et qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer assez vite. Et donc ça, c'est la deuxième étape pour moi, c'est celle de, ok, il faut passer à minima cette posture d'entrepreneur, qui est prendre en compte tous ces sujets qui sont pas forcément les plus cool, parce que nous on veut vite être sur le terrain et vite tester, mais c'est pas à négliger, parce que derrière ça peut être une grosse perte de temps, ce qui était le cas pour nous aussi d'ailleurs. Une première difficulté, c'est des statuts pas forcément très bien rédigés au départ, un code d'activité qui était pas le bon, et donc derrière forcément des problématiques de facturation, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on se dit, ok, au départ on veut gagner du temps, on veut aller vite, finalement on a perdu beaucoup de temps derrière à devoir tout refaire. Donc petite parenthèse sur un conseil, c'est justement cette notion que j'aime bien rappeler de temps en temps à Valentin, vaut mieux prendre du temps parfois pour le faire bien directement, plutôt que de revenir derrière et perdre deux fois le temps qu'on aurait pu gagner avant. Donc ça, c'était la step 2, c'était ok, on a une posture d'entrepreneur qui nous permet justement d'aller voir des partenaires, des financiers, et puis de leur montrer que derrière il y a un projet, il y a une vision, puis il y a des entrepreneurs, parce que c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Je pense que c'est une force aussi pour nous aujourd'hui de se dire que en effet, en fait, on n'a pas été accompagné, on a tout fait from scratch, c'est-à-dire on démarre, on n'est pas aidé, on n'est pas subventionné, notre premier test ça n'a pas été dans l'entreprise du copain de papa, ça a été, on a été toqué aux portes, on a réussi à trouver des premiers clients par nous-mêmes, et ça c'est une vraie fierté. Et donc voilà, c'est cette étape supérieure qui est ok, on affirme maintenant notre statut d'entrepreneur, et donc on va de l'avant, on teste, on crée, on va chercher de la valeur avec notamment des ressources humaines. Donc on commence à recruter au début des stagiaires, des alternants, puis finalement assez rapidement des profils entre guillemets plus diplômés, plus compétents, qui nous permettent d'aller de l'avant. Et ça c'est quelque chose d'hyper important aussi, c'est d'accepter à s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que nous sur certains sujets, comme tu l'avais dit la dernière fois, Frédéric, et donc ça c'est vachement important, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour justement aller de l'avant et pas se dire qu'on est en capacité de tout faire solo. C'est clairement pas vrai et impossible, parce que justement notre valeur ajoutée en tant que dirigeant, c'est de faire évoluer la boîte, et c'est pas de se dire je peux comprendre tout ce qui se passe d'un point de vue comptable, d'un point de vue juridique, d'un point de vue opérationnel. C'est impossible clairement dans une journée de tout faire. Donc ça c'est vraiment ce gap aussi, de se dire il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui vont nous faire monter en compétences, certes, mais qui vont surtout savoir le faire bien mieux que nous, et qui vont pouvoir nous permettre d'aller de l'avant en tant que dirigeant. Donc ça c'était une des étapes aussi hyper importantes pour nous, c'était de se former au management, de se former au recrutement et de s'entourer des bonnes personnes qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une équipe qui se constitue petit à petit, mais de passer de 2 à 11, forcément il y a un gap qui est conséquent, et donc ça hyper intéressant pour nous dans notre parcours. Et donc pour conclure là-dessus, c'est cette dernière étape sur laquelle on est en train de travailler actuellement, qui est ok, on veut passer à la vitesse supérieure,
investisseurs, il nous faut plus de financement, des financements plus conséquents, pour justement aller vers cette ambition de développer la prévention santé en France et en Europe. Et donc là, on est dans une structuration de levée de fonds qui nous permettra justement de pouvoir recruter davantage de pépites et de talents, et surtout pouvoir investir justement dans le développement, dans la croissance de l'entreprise, et accélérer sur un marché qui est en train de se structurer, mais où il reste beaucoup de place à prendre, et on espère en tout cas prendre une très grosse place sur les prochains mois. Et qu'est-ce que ça sous-entend de devoir structurer et augmenter les levées de fonds? Ça veut dire que il faut travailler son pitch, il faut structurer aussi avec des avocats un bilan pour pouvoir faire de la projection, donc avocat et expert comptable, parce que je suppose que avocat ça aide aussi à être clair sur le juridique et autres, parce qu'on a un peu vulgarisé ça avec l'émission d'M6 qui veut être mon associé et tout, on a entendu parler de grosses sommes, tout ça machin, mais on n'est pas rentré dans le détail, et concrètement ça veut dire quoi? Vous vous êtes retrouvé plein de fois dans des, je suppose, face à des commissions, face à des jurys entre guillemets pour pouvoir séduire des investisseurs? Ouais, il faut du coup, tu l'as dit, mais c'est le bon mot, c'est séduire. Donc pour séduire, il faut un bon pitch. Il faut des chefs d'entreprise qui soient clairs dans tout leur discours. Il faut avoir des documents, le pitch deck, le business plan, qui sont des documents indispensables puisque c'est la manière de fonctionner, d'analyser aujourd'hui les entreprises pour pouvoir faire de l'investissement. Il faut, j'ai envie de dire, avoir le caractère aussi pour bien défendre son projet, parce qu'on peut vite se faire descendre parce qu'une personne a vu passer dans les infos que le bien-être, c'était pas la santé, des choses que j'ai déjà entendues. Donc il faut savoir le défendre, pas hésiter à dire à des personnes qui pensent maîtriser l'information qu'elles ne la maîtrisent pas du tout parce qu'elles ont vu ce qu'elles ont vu, et donc avoir une posture où finalement on s'affirme. J'ai envie de dire c'est la posture numéro 2 chez nous, c'est un peu l'évolution du chef d'entreprise, c'est maintenant le dirigeant, parce que là on n'est plus juste chef, on dirige, et on doit aussi diriger les personnes que l'on veut voir comme partenaires, c'est-à-dire vous êtes partenaire, vous allez m'accompagner aujourd'hui à améliorer le bien-être et la santé de nos populations en me finançant, et faites-moi confiance, donc venez, rejoignez-moi. Il faut avoir une posture de leader, parce qu'il faut emmener tout le monde dans cette mission, dans cet engagement, dans cette vision, donc ça c'est des indispensables. Il faut montrer aussi une certaine validité de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont ses chiffres, quels sont ses indicateurs clés, qu'est-ce qui fonctionne bien, où vous en êtes. Et donc, il faut savoir montrer que finalement, tout fonctionne déjà. Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on a besoin d'argent pour que ça fonctionne encore mieux, mais il faut montrer qu'on est déjà en train de vendre, que le produit est stabilisé, que l'équipe tient la route, et puis on va regarder, mais qui sont les personnes qui sont dans l'équipe. Et souvent, c'est vrai qu'on recherche, ou du moins les investisseurs recherchent des pépites avec des noms ayant travaillé dans les directions des plus grandes entreprises. Et donc ça peut être un peu difficile. Par contre, ça, c'est une vraie difficulté, c'est que souvent on regarde ce qui a déjà été regardé, et une entreprise comme nous, où je pense qu'on est vraiment différent de toutes les autres entreprises, c'est que nous on n'a pas fait du tout comme les autres entreprises. On a recruté des personnes qui n'étaient pas du tout comme nous dans le fond, mais qui nous apportaient énormément de valeur ajoutée, et donc finalement on s'est construit une vraie identité d'entreprise. On en parlait, mais nos valeurs de famille, de vouloir faire avec les autres, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, et ça se ressent. Toutes les personnes qui sont dans l'entreprise savent qu'elles viennent pour une mission, mais aussi pour une ambiance. Et donc ça fait toute la différence. Et donc quand on veut passer à l'échelle, pour lever les fonds, il faut déjà répondre, on va dire, à tous ces petits principes attendus chez les investisseurs. Et derrière, ensuite, il faut rencontrer du monde, expliquer son projet, être clair et aller vite, parce que quand nous on regarde notre marché, rien que l'année dernière, plusieurs entreprises ont levé des fonds, ont levé plusieurs millions d'euros pour faire finalement presque ce que l'on fait, parce qu'elles vont pas le faire, nous on va le faire en mieux, ça c'est une certitude. Mais voilà, donc là c'est une marche qui est beaucoup plus haute, en tout cas pour nous, à passer, parce que pareil, finalement c'est un peu comme si on entreprenait dans l'entrepreneuriat une nouvelle fois, mais on découvre de nouvelles choses, on est toujours finalement en train de se former, parce que la levée de fonds ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain, sauf si, on le disait tout à l'heure, on a des connaissances autour de nous qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir, et puis
on va payer toutes les prestations nécessaires avec l'avocat, avec les différentes personnes qui vont nous aider à faire cette levée de fonds, c'est-à-dire les investisseurs eux-mêmes et puis toute la structuration qu'il y a autour. Donc voilà, c'est pour nous aujourd'hui notre difficulté. Et d'ailleurs, si des investisseurs nous écoutent ou connaissent d'autres personnes qui souhaitent investir dans cette mission aujourd'hui de faciliter l'accès à un état de mieux-être et rendre finalement toute notre population en bonne santé et à tout âge, on est carrément ouvert aux discussions. Et pour compléter juste ce que disait Valentin, ce qui est marrant en fait, enfin nous on en rigole, mais c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir justement séduire des investisseurs, il faut être en capacité de voir dans l'avenir, enfin de lire en tout cas les cartes de l'avenir, ce qui est bien sûr aujourd'hui impossible, ou du moins si quelqu'un a la solution, on est preneur, mais c'est de se dire qu'en effet il faut être en capacité de projeter sur la suite. Il faut montrer aussi que l'opérationnel d'aujourd'hui fonctionne bien. Et donc, en fait, c'est d'avoir un discours qui est « Ok, on vous projette sur quelque chose de mieux » en vous montrant qu'on sait déjà faire aujourd'hui des choses. Et donc, c'est de trouver cet équilibre entre une vision moyen terme, long terme sur laquelle on se projette, mais tout en gardant les pieds sur terre de aujourd'hui, on est en capacité d'être dans l'action et d'être dans l'opérationnel avec nos équipes. C'est vraiment un truc qui nous fait marrer, c'est « Ok ». Faites-nous confiance, on va pouvoir le faire ensemble. Et c'est les discours parfois qu'on peut avoir, c'est ok, on croit en votre vision, mais aujourd'hui vous pourriez faire mieux. Mais c'est pour ça qu'on est devant vous, en fait, c'est pour ça qu'on vient chercher des financements, c'est justement essayer de faire mieux avec vous. Donc voilà, c'est ce qui est aujourd'hui en tout cas En effet, notre plus grosse marche à franchir, c'est justement de passer ce gap et d'aller chercher les financements nécessaires pour accélérer. Et donc pour conclure là-dessus, il faut pouvoir être en capacité aussi de séduire, en effet, de projeter et surtout d'être résilient, de pouvoir parfois placer son ego de côté ou garder sa langue dans sa poche de temps en temps. Parce que bien sûr, on vient nous titiller, on vient nous challenger et on a tendance, en tout cas en tant que porteur de projet, à vouloir le défendre corps et âme, entre guillemets, et quitte à parfois être un peu frontal. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous dire parfois, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement ou si justement ça nous sera bénéfique, qu'il faut pas qu'on oublie que nous on vient de nulle part, qu'on n'a pas justement de grosse tête ou de grosse identité qui nous suit d'un point de vue financier. Donc ça c'est quelque chose à bien souligner, hein, c'est que nous en tout cas ça nous porte. Donc les personnes qui ont pu nous dire ça, nous justement on a envie de leur prouver qu'on peut réussir sans forcément avoir quelqu'un derrière nous qui nous finance ou qui nous aide. Et donc c'est ce qui nous différencie à l'heure actuelle, je pense, c'est que on vient de nulle part justement et qu'on ira faire des choses assez incroyables par la suite. Donc voilà, pour les personnes qui nous écoutent, c'est le petit conseil, c'est de se dire en effet on n'a pas forcément papa, maman ou quelqu'un de la famille qui peut nous aider aujourd'hui. Pour autant, en fait, on peut s'entourer, on peut se former et c'est ça qui sera plus beau par la suite, c'est de se dire qu'on a réussi à faire des choses en solo ou en équipe, mais sans forcément l'appui, le soutien de quelqu'un qui nous a lancé au départ et qui nous a fait décoller. Et donc vous diriez que pour vous, il y a eu un changement de mentalité sur la jeunesse, le fait d'entreprendre quand on est jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'une grande majorité des investisseurs sont des personnes plus âgées, plus matures, on va dire. Est-ce que vous le constatez un petit peu que maintenant, on regarde plus facilement le projet que l'âge, ou est-ce qu'il y a encore certains blocages que vous avez peut-être vécu ? Alors, pour commencer, je pense qu'en effet, il y a eu une vraie évolution sur la notion d'entrepreneuriat. On le voit depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. C'est qu'en fait, beaucoup plus de personnes osent se lancer pour plein de raisons, mais notamment celle liée à la crise sanitaire, qui est une grosse remise en question en se disant finalement, ce que je fais au quotidien, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose ? Est-ce que je pourrais pas m'investir dans des sujets qui m'intéressent vraiment ? Donc ça, nous, on l'a vu autour de nous. On a vu des personnes qui se sont dit, ok, j'ai envie d'entreprendre. Donc ça, c'est vachement chouette. Et en effet, en fait, aux yeux des investisseurs, je pense que ça évolue de se dire que des porteurs de projets sont pas forcément ceux qui ont déjà créé 5, 10, 15, 20 entreprises qui seront les meilleurs. Aujourd'hui, on peut commencer justement au départ. Bien sûr que ça peut être plus compliqué, mais je pense que les investisseurs aujourd'hui sont plus ouverts à la discussion avec des étudiants ou des jeunes entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'au niveau de la métropole européenne de Lille, il y a des actions qui se structurent autour de l'entrepreneuriat étudiant. Il y a justement des soutiens qui sont mis en place. Il y a justement de la valorisation de l'entrepreneuriat étudiant pour montrer qu'en fait cet écosystème entre guillemets jeune peut se débrouiller, peut faire des choses assez incroyables et même en venant de nulle part entre guillemets. Donc nous on voit vraiment cette évolution. Bien sûr, on a été confrontés à des partenaires, des investisseurs qui nous ont dit oui, mais en effet vous avez 22 ans, enfin vous aviez 22 ans à la création au départ, vous êtes jeune, ça peut être compliqué. Et en fait nous ça a été plus des boostants, des stimulants que des freins, de se dire bah ces personnes en fait elles croient pas en nous, mais c'est pas grave, on va leur montrer qu'on va réussir. Mais oui, en effet je pense que ça se structure et que ça se développe de plus en plus et que l'entrepreneuriat a vocation justement à créer des nouvelles vocations. Donc nous on encourage en tout cas bien sûr les étudiants à entreprendre, et je tiens à le rappeler, c'est que l'entrepreneuriat étymologiquement
c'est passer à l'action. Et ça veut dire vraiment créer des choses. C'est pas forcément une entreprise, ça peut être une association, ça peut être un collectif, ça peut être un club, peu importe, mais c'est vraiment ce passage à l'action. Et donc on le rappelle assez souvent, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir en tête une start-up ou un nouveau Google pour se dire qu'on va créer quelque chose. On peut créer à son échelle, on peut créer dans le manuel, on peut créer dans l'artisanat. Et ça, c'est vraiment quelque chose à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, entre guillemets, peut entreprendre et peut lancer des choses. Et entreprendre, ça peut être juste se lancer dans une association ou lancer une association, et c'est déjà une bonne chose, et c'est une manière de se tester, puisque on sait que même dans une association, il peut y avoir des salaires et autres, et donc à un moment, on peut vivre d'une cause plutôt positive. Pour terminer, Valentin, on peut vous retrouver où et comment? L'appli LinkedIn, on mettra ça dans les notes du podcast, bien sûr, mais juste si vous pouvez nous rappeler un petit peu où on vous retrouve. Vous pouvez forcément nous retrouver sur internet en tapant moa-app.com. Vous avez l'application Moa qui est dispo aussi sur les stores. Vous avez 15 jours d'essai gratuit, donc en tapant tout simplement Moa, vous retombez tout de suite sur un logo jaune, un petit soleil, ce qui représente bien Moa. Vous nous retrouvez aussi sur tous les sites de nos partenaires, que ce soit Euratech, Eurasanté, que ce soit Odéfi, Réseau Entreprendre Nord, la BPI, enfin l'ensemble des partenaires que vous retrouverez aussi d'ailleurs sur notre site. Beaucoup sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général, mais sur LinkedIn puisqu'on est très présent, puisqu'aujourd'hui nos solutions on les vend aux entreprises et bientôt aux mutuelles. Et vous nous retrouverez où? Vous nous retrouverez surtout à nos bureaux à Euratechnologie, donc si vous voulez nous faire un petit coucou, faut surtout pas hésiter, on est toujours ouvert à la discussion. Voilà où vous nous retrouverez, sinon vous nous retrouverez bientôt en tout cas partout en Europe. Ça c'est une certitude et j'ai pas de doute, c'est que là on y va, on va le faire, on va réussir à faire en sorte que tout le monde puisse plus facilement prendre soin de lui au quotidien, et on sait qu'on va avoir des résultats, tout est prêt, il n'y a plus que la fusée qui doit décoller maintenant. Et je pense qu'il faut jamais oublier, parce qu'on a souvent été montré du doigt dans le Nord, mais on a vraiment la chance d'avoir Euratech, Eurasanté, la Pleine Image, une métropole qui bouge, une région aussi qui bouge. Donc vraiment, je pense qu'il faut saluer ça, parce qu'on a tendance à toujours montrer le Nord avec il fait froid, il pleut, c'est moche, etc. Il y a des reportages qui mettent pas trop en avant non plus forcément toujours notre métropole. Donc vraiment, vous êtes l'exemple typique du fait qu'on est bien accompagné dans la région. Je pense même au service public, la région Hauts-de-France. On est, c'est vrai, une des régions où il y a le plus de dispositifs pour créer, prendre des initiatives. Il ne faut pas l'oublier, c'est que finalement, d'un point de vue public, il y a beaucoup de dispositifs, et ces dispositifs nous aident vraiment à nous élever. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter, parce que on aide aujourd'hui nos populations. Chaque projet peut avoir des valeurs différentes, mais grâce à l'État, on peut y arriver encore plus facilement. Ouais, et puis je rajouterais aussi qu'aujourd'hui, il y a une vraie envie, en tout cas au niveau politique, de développer l'entrepreneuriat hors capital, entre guillemets, qui est de valoriser ce qui se fait un peu dans les régions annexes. Et donc, c'est tout ce que nous, on cherche à promouvoir aujourd'hui. C'est justement la culture un petit peu locale, le savoir-faire, et le fait de développer ça à l'échelle nationale et puis internationale par la suite. Merci les gars de vous être rendus disponibles. Ça fait presque 1 heure qu'on est assis. Donc maintenant, il va falloir bouger, parce que sinon, notre corps, ça ne sera pas bon pour la suite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, toutes les notes seront dans le podcast pour pouvoir vous retrouver facilement, et puis aller se connecter à l'app, et ainsi de suite. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt, ciao. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Quentin et Valentin, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.